Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Merci d'être là. Puis merci, Kat, de te joindre encore une fois à l'Observatoire. On pourrait quasiment rajouter officiellement, je pense, même pas quasiment, on pourrait rajouter officiellement ton nom dans le jingle si jamais on a du temps. Donc, c'est ça. Merci d'être là encore aussi. Donc, on avait... On changeait légèrement un peu la formule pour l'Observatoire cette année. On voulait s'aligner vers peut-être vers qu'est-ce que chaque mois nous inspire, mais peut-être plus au niveau de la nature, des plantes, des arbres, des changements de saison. Puis, c'est ça. Et aujourd'hui, on célèbre l'équinoxe, veux pas. C'est la dernière journée d'été et la première d'automne. C'est une transformation importante qui se passe chez nous. Et toi, Kat, comment ça se passe? Toi, tu es chez toi, j'imagine, confortable? Oui, je suis ici chez moi, ça va très bien. Moi, la transition va très bien se faire parce que je suis préparée à l'automne. Je me suis mise aussi dans l'état de tranquillement d'adopter le froid. Fait que on dirait que mentalement, ça m'aide vraiment beaucoup aussi à avoir moins froid. Juste de me mettre ça à l'esprit puis de le vivre en dedans de moi, ça m'aide aussi. Fait que ouais, j'aime beaucoup l'automne, c'est ma saison préférée. Donc quand ça vient l'automne, c'est sûr que l'été s'en va, mais c'est un cycle. Donc, sachant qu'elle va revenir, c'est encore mieux de savoir que l'automne s'installe tranquillement partout en moi puis partout autour de moi. Oui, les feuilles des arbres commencent déjà à changer. Ouais. On voit, c'est ça, je regarde les feuilles tomber un peu à tous les jours là, depuis au moins une semaine, je te dirais. Le changement, c'est rapidement senti, là, la nature. Elle se dépêche à faire ses dernières provisions. Puis, donc, mais on a encore des très belles journées. Comme aujourd'hui, c'est une journée d'été, là, malgré tout. Il fait très chaud. Oui, vraiment. Un gros soleil. Mais dis-moi, est-ce que tu es plus en montagne dans le nord ou tu es plus... C'est pas tant montagneux. Okay. Mais oui, un peu plus qu'au sud, là. On est quand même plus au nord. Okay. C'est pas très loin. Tu sais, c'est dans les alentours de Mont-Tremblant, mais Mont-Tremblant, c'est quand même grand, là. Pas la ville de Mont-Tremblant en tant que telle, mais la région. Puis on est à côté, ça que je voyais, les Montagnes Noires. S'il y en a qui connaissent, là, au Québec, c'est dans ce coin-là aussi. Okay. Ouais. Ma question, c'était juste parce que ici, le vent est très frais. Puis j'habite quand même en montagne, là, tu sais, un peu plus au nord là, de Québec, là, fait que c'est très frais. C'était pour ça que je te posais la question, ce qu'était la température. Ah, c'est chaud, mais on est au gros soleil aussi. D'après moi, ce soir, on va vraiment plus sentir la fraîcheur dès que le soleil va disparaître. Mais on parle un peu d'automne, mais on voulait vous parler de l'été tout de même, par le choix d'une plante que je t'avais proposée, Kat. Puis cette semaine, j'ai eu grand loisir de faire des recherches sur cette plante-là, mais de découvrir aussi qu'au niveau de la magie naturelle, elle est à découvrir dans le sens qu'il n'y a pas vraiment d'écrit sur elle. C'est très de base. J'ai l'impression que ça n'a pas été... ça n'a pas vraiment été abordé autre que par ceux qui l'ont cultivée. Est-ce qu'on peut la nommer enfin? Oui! Oui, on va vous parler du maïs. Puis, j'ai eu une observation très intéressante avec une personne avec qui j'ai discuté hier soir, une Française qui a aménagé au Québec depuis une dizaine d'années. Et quand que je lui ai parlé du sujet,
Elle a eu un scoop, mais elle m'a parlé de la vision européenne du maïs. Donc, j'espère qu'on va vous inspirer à la voir autrement. Ben c'est ça, par nos petits rites ici au Québec, puis par le côté historique que je vais vous apporter. Puis j'imagine, Kat, que toi aussi, tu as eu le temps un peu de te pencher sur la question de cette plante. Oui, un petit peu, mais c'est plus les origines, je crois, que je vais peut-être plus aborder, moi, avec des trucs qui ont été découverts, puis pourquoi il était utilisé, le maïs. Puis, mais pour ce qui est du reste, là, je pense que moi aussi, je vais en découvrir au fur et à mesure avec cette belle heure qui se suit. Oui, excellent. Donc, le maïs. Le maïs qui est une plante de ma vision puis de la manière que je la traite, pour moi, c'est le summum de l'été. On la trouve au mois d'août, partout dans nos marchés. Le reste du temps, en hiver ou au début de l'été, on va la trouver juste en canage. Puis des fois, on en voit à l'épicerie, mais juste à la voir, on le sait que c'est pas le maïs du Québec parce que au mois d'août, les épis sont gros, sont juteux, jaunes, soleil. C'est vraiment une plante super solaire. Et moi, j'ai toujours aimé le déshabiller, le maïs, parce que à cause de ses cheveux, hein, il y a un côté féminin à cette plante-là, je trouve, à cause de ça. Puis j'aime beaucoup garder les feuilles. J'en garde toujours à chaque année pour pouvoir faire des petits tressages. J'avais déjà fait aussi pour Demoiselle Étrange dans la boutique des pendentifs d'oreilles que j'avais vraiment trouvé beaux. Puis, c'est utilisé pour ça aussi. On peut donc en faire des contenants de la vannerie. Une fois séché, ça pâlit. Puis il reste un petit jaune tendre de couleur dans la feuille. Et c'est ça. Donc, tout ça, à la base, ça nous inspire un pouvoir solaire à cette plante-là et à ce fruit. Je veux pas, hein, c'est les épis qu'on va consommer. Mais d'où vient le maïs? Le maïs vient de l'Amérique du Sud. Quand que cette plante a été découverte et cultivée, ça a vraiment été comme une abondance parce qu'elle est facile à cultiver. C'est ça. Il y a le fait que les humains, on peut la consommer, mais les animaux aussi sont capables de la consommer, les ruminants, les chèvres, les vaches, les animaux qui nous accompagnent. Donc, pour ça, c'était vraiment un gros plus. Donc, ça a pris une importance agricole au niveau des Autochtones. Puis, autre chose aussi intéressante, c'est que le maïs s'adapte. On peut lui donner des directions et le maïs, avec plaisir, va aller dans toutes les directions qu'on lui propose. Donc, le popcorn existait, le maïs popcorn existait déjà. C'est les Autochtones qui faisaient ça bien avant nous. Là. C'est pas le cinéma, les cinémas qui ont inventé le popcorn, ça existait beaucoup avant. Puis ça, c'est un exemple. C'est ça, on avait des maïs spécialisés en popcorn, spécialisés en farine, spécialisés à juste manger frais, spécialisés à être séchés. Puis en plus, toute la panoplie de couleurs autres que jaune et blanc que nous, on connaît traditionnellement, mais il y a d'autres couleurs aussi de maïs qui étaient cultivées. Toi, tu parlais un peu d'histoire là, avant que je dise que je parle de tout ça. Kat, je vais te laisser. Tu as l'air de dire quelque chose, en fait. Ben oui, parce que la forme primitive du maïs, là, avait pas l'air du tout de ce qu'on connaît aujourd'hui, hein. C'était une petite tige avec des grains, à peu près 6 à 8 grains de maïs, une par-dessus l'autre, avec une petite forme triangulaire, puis qui se retrouvait, je pense, plusieurs dans un épi. Ça s'appelait la théocinthe.
La théocynthe. Ouais, Ah, ouais. Puis c'est c'est vraiment ça. intéressant parce que quand on tape le nom sur les internets, notre meilleur ami Google, ben on peut voir différentes formes de maïs primitives qu'on retrouve encore. Puis je crois qu'en Europe, a été aussi symbolisé comme pas symbolisé, mais dédié comme une plante mauvaise herbe. Parce Ah, qu'elle OK. existe encore, tu sais, sous sa forme primitive à certaines places, mais elle daterait de 6700 ans avant Jésus-Christ, puis elle était encore là, tu sais. Elle a juste été transformée, adaptée aussi aux températures, puis à l'environnement de chaque population, puis de chaque civilisation. Donc, la théocynthe, je sais pas, je le prononce comme faux, mais c'est la théocynthe. En tout cas, c'est Mhm. vraiment mignon, là. Puis, en tout cas, bref, c'est ce que je peux te dire, là, de plus loin que j'ai pu faire dans mes recherches. OK. C'est sa forme primitive que je trouve vraiment intéressante. Puis, Ah, ouais, en tout cas, bref, peut-être plus tard, je pourrais te dire même les enfants de ces populations mayas, parce que ça vient des Mayas, ça vient de l'Amérique mhm. du Sud, on sait. Oui. Même quand les enfants naissaient dans certaines civilisations, certains peuples, ben ils prenaient une espèce de planche là, puis ils faisaient une pression sur le devant du crâne aux enfants pour qu'ils aient la forme d'un grain de maïs. Ah oui, OK. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, ça m'a vraiment. Parce qu'eux autres, c'était sacré. Tu sais, le maïs a toujours été une plante sacrée. Oui. Donc, c'est la raison pourquoi que c'était comme un rite de faire ça. Fait que c'est Ah, sûr que, tu sais, moi, j'ai trouvé ça sur Internet, puis je me suis vraiment intéressée à ça, sauf qu'on peut faire encore beaucoup plus de recherches, peut-être plus approfondies. Mais je trouve ça vraiment spécial, non? oui. Ben justement, tu parles de rites. J'étais pas tombée sur celui-là, mais toute la, toute la culture du maïs est entourée de cérémonies. Quand on la plante, quand elle germe, quand elle est en abondance et qu'on l'accueille. Il y a beaucoup de cérémonies qui sont dédiées au maïs tout au courant de sa vie, en tout cas était. Aujourd'hui, il doit encore rester de ces rites-là qu'on fait. Ça s'est même rendu ici au Québec, hein, avec la traditionnelle épluchette de blé d'Inde, donc célébration d'abondance familiale. Hein? Donc, qu'est-ce qu'une épluchette de blé d'Inde pour les personnes en Europe ou ailleurs dans le monde? Donc, c'est une tradition. C'est pas typiquement québécois dans le sens que clairement les Autochtones faisaient ça bien avant nous parce que, je vais faire une parenthèse, le maïs est rendu jusqu'en Amérique du Nord. Là, on a des preuves sur le bord du fleuve Saint-Laurent et tout ça dans les années 800 à 1000. Donc, bien avant nous, les Québécois, on n'était pas là dans ces années-là. Hein, c'était juste les Autochtones. Donc, c'est ça, on fait traditionnellement souvent, les familles vont se rassembler ensemble et faire une épluchette de blé d'Inde. Donc, ça consiste à aller se chercher des grosses poches plein de blé d'Inde, qui est environ quoi, une dizaine de douzaines, quelque chose comme ça. Puis on va éplucher ça tout ensemble et faire bouillir et manger tout ça avec comment qu'on mange ça, c'est avec du beurre, donc des belles grosses livres de beurre qu'on va mettre le maïs chaud dessus et du sel et on se régale et ça dégouline partout et c'est comme le summum de l'été. Quand on les mange, on en mange plein. C'est ça, c'est les épluchettes de blé d'Inde. Donc, on fait ça en famille. Puis, pour ceux qui ont envie, on va faire des hot dogs aussi pour avoir un semblant de viande, pour pas juste manger des légumes. Puis Mais c'est il y ça, a donc c'est... différentes. Il y a aussi différentes sortes de maïs, là. Tu sais, il y en a des plus sucrés, du blanc mélangé avec du jaune et tout ça. Mais tu sais, c'est rempli de soleil. Fait que c'est comme à la fin de l'été, on se remplit de soleil pour aller hiverner. Ouais. Totalement.
Totalement. Moi, j'essaye à chaque année ma petite tradition personnelle pour garder du soleil chez moi l'hiver. Je m'achète une poche, on en mange, mais on n'est pas capable de tout manger. Moi, 2 enfants, puis oui, mon conjoint, il était là cette année aussi, mais même à ça, on réussit pas à manger toute une poche. C'est vraiment beaucoup de maïs. Et donc, on se prend une soirée et on coupe les grains, puis on met ça dans des sacs plastiques et on met ça au congélateur. Et donc, pendant l'hiver, la saison froide, ben, on peut aller se chercher du maïs de l'été et en ajouter dans nos plats. J'ai goûté à un super de bon gâteau au maïs qui est de type mexicain, qui est vraiment excellent. Donc, ça, c'est à goûter. C'est comme moelleux. Tu sais, on dirait qu'il n'est pas totalement cuit, là. C'est vraiment bon. Fait que ça, c'est les petites traditions, la petite tradition que je me fais, moi, en extra de l'épluchette de blé d'Inde. Ah, il y a toutes sortes de choses aussi qu'on peut faire avec ça, là. On peut faire même de la pâte, on peut faire, oh là là, tu sais, on peut la sécher, on peut la broyer, le grain, puis on peut faire de la farine, puis on peut garder le soleil sous vide, on peut garder le soleil dans le congélateur, puis on peut le garder aussi dans un pot. Oui, totalement, totalement. Je me garde toujours des cheveux de maïs pour mes travaux de type solaire aussi. Ça fait un petit bout que j'en ai pas fait, mais je faisais des baumes sorcières pour la boutique de Demoiselle Étrange. Puis dans un des baumes, je fais justement une huile solaire, donc qui va rester au soleil. Que je vais mettre au soleil dans les alentours de midi, là, où est-ce que c'est le plus fort, entre midi et 3 heures. Puis cette huile-là, ben c'est ça, il y a des cheveux de maïs dedans. Fait que pour moi, c'est une manière de travailler le côté solaire pour après ça ajouter dans des baumes. Fait que c'est un travail que je fais. Puis sinon, c'est ça, je parlais un peu plus tôt, je pense, les feuilles que j'aime beaucoup garder et tresser aussi. Il y en a qui vont faire aussi des poupées de maïs. J'ai une connaissance qui m'avait parlé de ça aussi. Tu connais ça, Kat? Oui. Oui, j'ai vu ça aussi, plein de belles images, de belles poupées, puis on peut faire une fabrication super facile, faire une belle poupée. Ils l'utilisent beaucoup pour le sabbat de Lunasa, là, les lamas, mais on peut faire vraiment une belle poupée, on peut faire n'importe quel bricolage, là, du tressage, à faire une poupée en tressage, juste à couper les feuilles et puis d'assembler avec de la corde. Il y a tellement de façons de faire des poupées, puis on peut vraiment aller très loin dans la création avec ça, là. Puis ça sèche et ça bouge pas. Puis ça fait, c'est stable, là, tu sais, puis ça a un beau jaune doré, là. C'est vraiment super beau. Oui, puis on peut la décorer après, cette poupée-là, elle est séchée, là. On lui fait une petite ceinture, puis on peut accrocher des choses. On peut lui ajouter un cœur aussi, là, quand on fait sa fabrication. Donc, avoir quelque chose, c'est ça là, qui nous représente, exemple, qui représente une émotion, ce genre de choses-là, vraiment intéressantes. Puis, je vous dis tout ça, c'est pas, ça, c'est des choses qu'on imagine un peu par nous-mêmes. Parce que comme j'ai dit un peu plus tôt, j'ai observé dans mes livres, voir s'il y avait quelque chose par rapport au maïs ou quoi que ce soit. Puis on n'a pas les livres souvent au niveau de la magie naturelle, mais soit qui sont en anglais, soit qui viennent beaucoup de l'Europe. On a peu de documentation au Québec. Sauf qu'est-ce qu'on vous écrit sur Demoiselle Étrange, qui va être vraiment plus typiquement québécois, qui vient de nos têtes et de nos observations, de nos lectures. Mais c'est ça, il y a rien vraiment sur le maïs. Puis, c'est ça, pour vous mettre un peu en contexte par rapport à la discussion que j'ai eue hier avec une amie française, mais qui reste maintenant au Québec. Le maïs, c'est pas quelque chose qu'elle mangeait parce qu'elle a habité, ses parents sont agriculteurs, puis cultivaient parce que là, ils sont un peu à la retraite, donc ils sont moins actifs au niveau agricole. Mais c'est ça, ils mangeaient pas le maïs qu'ils cultivaient. Il était
toujours destinée aux animaux. Mais elle disait, à chaque fois, je voyais ces gros épis-là. Elle dit, puis, tu sais, à un moment donné, c'est comme j'avais envie de croquer dedans, mais c'était farineux, c'était pâteux, tu sais. Fait que c'était pas la bonne variété. Puis le seul moment qui était capable d'en manger, c'est quand que le maïs était encore vert, donc je ne sais pas encore mûr, peut-être un peu plus tendre et moins pâteux à ce moment-là. Mais elle, c'est ses souvenirs par rapport au maïs. Et quand elle a mangé ça au Québec la première fois, elle était un peu rébarbative, dans le sens que c'était pas très bon quand on mangeait ça, tu sais. Mais quand elle a goûté au maïs qu'on cultive ici au Québec pour notre consommation de Québécois, là, ça a été une grande révélation. Je pense qu'elle a dit qu'elle elle a eu mal au ventre tellement qu'elle en a mangé. Elle était vraiment comme un enfant. Là. C'était tellement que c'était bon. Donc, oui, mais ça faisait plaisir à entendre, de voir que, comment que quelqu'un, c'est ça, qui vient d'ailleurs, qui a une certaine conception d'un aliment et qui se retrouve complètement chamboulé dans sa relation avec cet aliment. Donc, c'est un moment important pour elle de vivre l'épluchette ou en tout cas de manger des maïs quand c'est le temps. Ici, au Québec, c'est un des plaisirs qu'elle a maintenant qu'elle est ici. Pour revenir un petit peu au côté historique, parce que là, on sillonne, puis on papillonne un peu d'un truc à l'autre. C'est ça, il y avait... le maïs a aussi un côté très déité. Certains peuples... on parle d'Amérique du Sud, là, les anciennes croyances autochtones. Il y avait certains l'attribuaient à un côté masculin, probablement à cause on pourrait s'imaginer, quand même de la forme un peu phallique sur le long de la plante, et donc l'attribuaient au côté féminin. Moi, j'en reviens un peu aux cheveux parce qu'il y a un mythe, une histoire, justement, au niveau autochtone, où est-ce qu'il y a un homme, un monsieur, du type agriculteur ou semi, mais autochtone. Puis, il y a une femme qui est venue cogner chez lui un soir, puis elle lui dit que s'il veut offrir une abondance à sa communauté, qu'il doit l'attirer par les cheveux dans son champ et que s'il arrive à faire ça, qu'elle va rester avec lui pour toujours. Et le monsieur, il se sentait vraiment mal. C'est pas quelque chose que tu fais dans cette communauté-là, c'est pas quelque chose qu'on fait, tirer les femmes par les cheveux. C'est pas comme, ben oui, pas de problème. Il se sentait vraiment mal, puis elle a insisté, puis il a fini par le faire. Et il a fait ça. À la fin, elle est juste partie, disparue. Et quelques jours plus tard, il a vu quelque chose germer dans son champ. Et il s'est dit, c'est forcément quelque chose qui a un lien avec qu'est-ce qui s'est passé avec la dame mystérieuse. Et c'est ça, finalement, c'était des maïs. Et quand il a vu justement les cheveux qui sortaient des épis, il a compris que c'était elle. Et donc, oui, elle allait rester tant et aussi longtemps qu'elle allait s'occuper d'elle, mais en tant que maïs, je trouvais ça vraiment beau. Oui. Ça l'amène une autre dimension aux cheveux, je trouve. Puis les cheveux, c'est quand même quelque chose d'important dans plusieurs traditions et communautés, tant au niveau autochtone que, comme là, je suis bien en viking. Les vikings aussi, c'est important, la chevelure. Donc, c'est souvent un pouvoir de force, puis de statut aussi dans la communauté. Donc, ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment beau. Puis, c'est ça de se ramener aussi à des fois qu'on a à faire des gestes qui nous font pas plaisir, mais que des fois, c'est pour le bien de la communauté. Ça nous amène aussi à cette réflexion-là dans un deuxième niveau, tu sais. Puis en Amérique du Nord, là, j'ai lu aussi, c'est vague, là, mais j'ai lu aussi que il y avait les Mohawks, les Iroquois, les Cheyennes, en tout cas en Amérique du Nord, étant donné que la plante du maïs était sacrée, il y a une légende Cherokee qui parle de 3 sœurs qui symbolisent les 3 plantes nourricières des Indiens. C'était le maïs, les haricots, puis
La courge. Ah, la courge! Oui, c'est ça. Oui. Oui, oui, oui. Fait que il y a sûrement aussi des légendes puis d'autres histoires là, qui ont rapport à ça, là, qui ont été propulsées dans le temps aussi avec le maïs. Ben oui, clairement. Ouais, les trois sœurs. Je suis Ouais. contente que tu en parles. J'avais peur d'oublier. Tu sais, on prend des notes, là, mais là, je suis comme Émilie dans un drôle de bureau, là, aujourd'hui. Donc, Ah! oui. Mais oui, Ouais. c'est ça, clairement. Le maïs fait partie des trois sœurs. Donc, c'est ça. Le maïs va être un peu comme l'espèce de pilier, hein, où est-ce que les haricots vont grimper dedans parce qu'ils ont besoin d'un tuteur, bien souvent, là, les haricots, pour bien grandir. Puis souvent, ben c'est ça, sont grimpants, en fait, hein, c'est les variétés qui sont plus anciennes. Et la courge, elle va amener une ombre au sol. Puis pour garder une meilleure humidité au niveau du sol et côté un peu paillis. Donc ces trois plantes-là se cultivaient traditionnellement ensemble et on l'appelait comme tu disais les trois sœurs et probablement qu'il y a des histoires aussi reliées que j'ai pas été vérifiées, mais on peut aisément y penser. Puis les Autochtones, ils ont un côté animiste aussi. Donc, tu sais, les plantes ont une âme, tu sais, ils ont un esprit. Puis, c'est ça. Donc, la notion de respect, d'où viennent souvent les cérémonies. Aussi, quand ils reçoivent l'abondance, tu sais, qu'ils sentent qu'ils ont mérité, qu'ils ont comme bien traité les plantes, la nature autour d'eux, puis qu'ils reçoivent en retour une abondance. Ouais. Puis le maïs, dans le fond, je crois que maïs, c'est les Mayas, ça veut dire l'homme maïs. L'homme maïs. Ah C'est oui. la signification de Maya. Puis il y a aussi des dieux aussi pour l'Amérique centrale et puis l'Amérique du Sud. Il y a un dieu qui aurait créé l'homme Maya, tu sais, puis il serait modelé dans la pâte de maïs, parce que la pâte de maïs est considérée comme une matière originelle. Ça serait fait avec de l'eau, de la terre et du sang divin. Fait que ça se trouve être une céréale là, qui a un culte assez vénérable, si on peut le dire. Ouais, fait que il y a une représentation là, d'un jeune homme là, qui est assis avec des épis sur la tête, je crois, puis dans ses mains, c'est une petite statuette là, ou c'est des choses qui sont représentées aussi dans des fresques et des trucs considérant le maïs, ouais, comme si l'homme aurait été créé à partir de pâte de maïs. C'est vraiment intéressant. Oui, oui. 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 Puis au niveau féminin, parce que tu sais, autant il y a des croyances plus masculines que féminines. Il y a certaines communautés qui vont appeler le maïs mère maïs à cause de son statut d'abondance. Mais tu sais, l'abondance est tellement présente au niveau du maïs qu'on va même parler d'une équivalence au niveau du don de vie. Tellement qu'elle est abondante, c'est elle qui nous garde en vie, pratiquement qui nous donne vie, parce que, ben, entre autres, comme tu parlais aussi du fait qu'il y en a qui pensent, ben, certaines communautés sont venues à croire, ben, c'est ça, hein, les personnes dans la Bible pensent qu'on vient de l'argile, tu sais, ou puis après ça de la côte d'Adam, mais les Autochtones au sud, ben c'est ça, la croyance sera au niveau du griot, de la pâte de maïs. Donc, le don de vie fait un lien très clair à tout ça. Ouais, puis j'ai vu aussi qu'il y avait des déesses reliées aussi à la culture aztèque, là, qui étaient à propos du maïs. Puis il y en a une ça m'a vraiment marqué. C'était une qui était comme associée à la soie des jeunes épis, là, tu sais, la feuille qui est toute douce en dedans, là, quand tu épluches un maïs, là. Ouais, comme ça aussi, c'est considéré comme un atout féminin là, au maïs, mais j'ai pas été lire plus loin, mais c'était vraiment intéressant. OK. Mais c'est oui, fait que là, tu dis ça, puis ça me dit, wow, c'est même, tu sais, quand on regarde, tu sais, ils ont été attentifs, même, c'est ça,
à la consistance des feuilles pour nommer chaque partie. Je trouve que c'est un bel amour à dédier à une plante, de la trouver tellement importante que d'être observée, que chaque partie est consacrée, est dédiée à quelque chose. On y trouve un sens, on y trouve des symboliques. C'est comme ça qu'on fait vivre. Qu'on fait vivre c'est ça, la magie autour de nous, Oui. les rituels, les cérémonies, c'est d'amener, de trouver ça important et sacré et de trouver, c'est ça, chaque petit détail comme ça. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Et d'y mettre un sens aussi, une symbolique, une vertu aussi pour pouvoir continuer. Tu sais, quand on s'intéresse à quelque chose, on s'arrange aussi pour l'avoir à nouveau, puis l'entretenir, puis de pas la perdre dans le temps. Donc, de s'intéresser à une plante, de s'intéresser au maïs et puis de la concrétiser dans le quotidien, mais ça fait que ça reste un aliment, une plante qui va toujours rester et qui va perpétuellement faire partie de la spiritualité, de la nutrition, du partage aussi, parce que le maïs était aussi une source de partage dans les communautés. Totalement. Ouais, c'est ça. Puis même les chamans, là, puis les guérisseurs des peuples et puis de toutes ces tribus-là, ils préparaient aussi une boisson à partir de maïs fermenté. Ça s'appelait la chicha. Ouais, ça s'appelait la chicha. Puis ils faisaient ça dans leurs activités spirituelles, là, tu sais. Fait que le fait de l'entretenir sous toutes ses formes, ça lui permet de rester dans le temps et puis aussi de se transformer aux besoins de chaque population qui vient, à chaque ère qui est différent, qui évolue, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, on a une différente sorte de maïs, mais elle a encore son originel, là, sa vertu originelle, là, c'est l'abondance. Ouais. Mais tu parles justement de boissons fermentées, mais on peut faire un alcool de maïs aussi. Hein? Donc, il y a son côté mercuriel, puis il y a des alcools de maïs qui sont faits. Puis, c'est ça, on parlait un peu de farine un peu plus tôt, mais c'est ça, tout ce qui est tortilla, les pains plats qui sont faits en Amérique du Sud, mais c'est tout à partir de farine de maïs aussi. Donc, le pain était consommé, c'était des pains de maïs, en fait, qui étaient consommés. Donc, c'est ça, c'est super complet comme aliment. Puis, tu sais, là, on regarde beaucoup l'historique, hein, puisque ça nous inspire au travers de tout ça. Puis, juste vous amener la contrepartie, hein, parce que des fois, il y a des aliments sacrés comme ça qui sont désacralisés. Qu'on va penser que ça sert juste au bétail ou c'est parce que le maïs, c'est dans le top 3 des aliments qui sont le plus qu'on retrouve le plus dans les champs, justement à cause de ses vertus d'être capable de nourrir l'humain et l'animal. Donc, tout ce qui est moulé pour animaux et tout ça, souvent, il y a du maïs dedans parce que c'est un aliment complet qui est bon pour les animaux aussi. Mais c'est ça, c'est dans un top 3, donc je pense qu'on a dénaturé un peu le côté sacré du maïs, puis on le prend pour acquis et dans une certaine abondance, on est souvent comme porté à avoir ce genre de pensée-là. Quand on regarde le côté négatif, tu sais, mettons que le monde agricole, comment des fois peut le traiter, hein, que c'est juste c'est juste de la nourriture pour animaux, par exemple, tu sais. Par exemple, c'est comme mon amie française qui me parlait de ça hier soir. Mais c'est ça, je trouve ça triste, mais beau quand on se remet à rechercher le beau côté de chaque plante qui a été malmenée, je vous dirais, au niveau de l'esprit, hein? Ouais. D'y redonner sa vocation sacrée parce que le maïs a vraiment eu
ça a vraiment été, les historiens, les archéologues s'entendent pour dire que ça a vraiment été une révolution agricole qui a vraiment apporté une différence dans les communautés puis qui a fait que les Autochtones ont pu vivre dans une abondance, là. Ils n'étaient pas en mode survie, tu sais. Ils vivaient très bien grâce en grande partie au maïs. Ouais. Puis, Puis elle a aussi été une sauveresse, si on peut dire, cette plante-là pour les pénuries alimentaires. Hein? Mm-hmm. Oui. Fait que ça l'a aidé à faire de la survie là, à plusieurs communautés. Fait que c'est pas, on la prend en surabondance, on la reproduit, on la repeuple, puis on la multiplie exagérément, mais en même temps, elle est toujours là pour sauver des vies, si on peut dire, là, parce que l'alimentation, ça fait partie de la survie de l'humain, Oui, exactement. Elle fait vraiment une différence dans nos vies, même aujourd'hui, dans notre monde contemporain, où est-ce qu'on peut la considérer un peu comme acquise. Il reste que si elle ne serait plus là, ça ferait une grosse différence dans notre manière de vivre, je pense. Puis dis-moi, toi, Maggie, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire facilement avec la feuille de maïs ou le maïs, quelque chose qu'on peut bricoler pour l'autel ou pour signifier ou se faire une petite poupée ou tresser? Y a-tu quelque chose que tu peux nous suggérer de faire avec les feuilles de maïs quand que... Ah, ben certainement. Écoute, c'est ça. Moi, si vous savez faire de la corde, vous pouvez faire des belles petites cordes de maïs. Sinon, on peut y faire aussi, on peut la tresser. Donc, comment qu'on va l'utiliser, en fait, hein? Vous récoltez les feuilles, puis vous les laissez sécher. Et ensuite, vous allez les tremper 30 minutes, 1 heure pour réhydrater les feuilles qui ont été déshydratées auparavant, qui vont avoir reçu une belle couleur jaune pâle. Puis là, elles vont devenir malléables. Donc là, on peut les diviser facilement sur la longueur en les déchirant. Là, ils ont vraiment une fibre dedans qui va vraiment, tu sais, de la pointe jusqu'à où est-ce que la feuille se tient. Là, ouais. Donc, en longueur comme ça, elle va suivre la déchirure qu'on va faire. Donc, vous pouvez vraiment, comme ça, aller faire des travaux plus fins ou plus épais. Puis, vous pouvez tout simplement tresser ou faire des cordes. Si vous tressez, ensuite, vous pouvez ensuite faire comme une couture avec la tresse, puis la faire en spirale pour faire quelque chose de rond. Si vous voulez juste avoir comme un petit rond solaire que vous pouvez même accrocher, ou vous pouvez le monter en petit contenant si vous voulez aussi. Même chose si vous faites de la corde, si vous savez faire de la corde, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez, c'est ça, vous faire un pendentif. Ou juste accrocher, c'est ça, pour avoir un peu, c'est ça, une espèce de petit capteur solaire, simili-solaire, qu'on peut ensuite décorer avec des plumes ou des choses qui nous inspirent le soleil aussi, pourquoi pas, dans les couleurs de jaune ou de orangé. Donc, c'est des petites choses simples qu'on peut faire. C'est ça, grosso modo, avec les feuilles. Ouais, sinon, il y a toujours les fameuses poupées là, qu'on voit, ou même les Mexicains faisaient avec la feuille de maïs. Là. Puis, j'ai vu que dans la tête, on peut faire une boule de papier ou autre chose. On peut mettre une intention dans la tête de la poupée ou mettre une pierre précieuse, semi-précieuse. Ou moi, je me suis dit, si j'ai à faire ce genre de poupée-là avec une intention, je crois que j'y remettrais un grain de maïs ou quelques grains de maïs pour pouvoir, au printemps, aller la déposer, la remettre à la terre pour faire une intention, pour voir si mon grain de maïs va regermer. Oui, on peut créer un rite comme ça, de se faire justement au mois d'août une poupée de maïs et aller la reporter après l'hiver au printemps, aller l'enterrer, tu sais, pour, tu sais, comme
c'est comme un cycle. Tu sais, elle va t'accompagner, puis ça va être ta petite poupée solaire, en fait, qui va t'accompagner pendant les journées froides, la saison froide. Et rendu au printemps, tu n'en as plus besoin. Donc, tu la remercies, tu la remets en terre. Tu sais, tu la redonnes à la nature. Et au mois d'août suivant, tu t'en refais un autre. Puis ça peut être quelque chose aussi, une espèce de rite annuel qui peut être fait, tu sais. Ouais. Oui, comme aller l'enterrer au solstice d'été, je trouve que c'est beau. Tu sais, c'est le summum du soleil, puis tu sais, ou à l'équinoxe, tu sais, vu que comme là on est à l'équinoxe, ça peut être aussi un truc d'équinoxe. Donc ouais, c'est toutes des super de bonnes idées. Puis l'idée du travail de la poupée aussi, j'aime beaucoup. Puis d'autant plus avec son côté solaire, là, puis je suis très dans cette recherche-là ces temps-ci là, à essayer de capter ce que je peux du soleil pour l'amener avec moi cet hiver. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.